Bienvenue à notre cours POL 205, Institutions et société canadienne. La séance d'aujourd'hui abordera le système électoral canadien ainsi que les principales formations politiques au Canada. Donc, comme vous le savez déjà, évidemment, le Canada est une démocratie, c'est-à-dire qu'au Canada, les citoyens sont ceux qui élisent ceux qui sont appelés à exercer les fonctions de gouvernement. Comme on l'a rappelé si bien, au Canada, les électeurs élisent les députés. Ils n'élisent pas le gouvernement comme tel, qui lui est nommé par le gouverneur général parmi les députés qui sont élus, ceux qui siègent à la Chambre des communes. Une convention veut que le chef du parti qui a obtenu le plus de sièges en Chambre et non pas le plus de votes absolus sur l'ensemble canadien. Donc, cette formation qui obtient le plus de sièges en Chambre, ce chef obtient donc le poste de premier ministre. Donc, au Canada, on a un système universel direct, suffrage universel direct. Universel parce que tous les citoyens en âge adulte, au Canada, donc à partir de 18 ans, peu importe hommes, femmes confondus, donc on a un suffrage universel direct, c'est-à-dire qu'on élit directement nos candidats. À la différence, par exemple, d'un système avec lequel vous êtes peut-être aussi familier, celui des États-Unis, où on a là un système universel indirect, dans la mesure où, par exemple, le président est élu par un collège électoral. Donc, les citoyens américains vont voter à tous les 4 ans pour élire le président. Ils expriment un choix et par la suite, ce choix est reporté par les membres du collège électoral qui, eux, choisissent directement le président. Donc, nous, au Canada, on a un système qu'on dit universel direct. C'est un droit qui a longtemps été quand même assez limité. Donc aujourd'hui étendu, il est universel, mais au début, en 1867 par exemple, ce droit de vote n'était prévu que pour les hommes qui, à l'époque de plus de 21 ans, sujets britanniques et qui étaient propriétaires. Donc c'était très limité à l'époque. Les femmes, bien sûr, étaient exclues. Les plus jeunes, ceux qui étaient à loyer, par exemple, ne pouvaient pas voter. Graduellement, on va voir une extension de ce suffrage. Premièrement, d'abord en 1917, avec une loi qu'on appelle la loi des élections en temps de guerre, qui permet à ce moment-là aux femmes de militaires, donc ceux qui sont au front, de pouvoir exercer le droit de vote. La logique selon laquelle la femme, l'épouse plutôt, elle va pouvoir voter au nom de son mari. Donc, cette même loi va prévoir également que les militaires de moins de 21 ans vont pouvoir également voter, de même que les Amérindiens, ou les Autochtones, on les appelait les Amérindiens à l'époque, ont également le droit de vote à ce moment-là, ce qui n'est pas prévu en 1917. On va voir ensuite, 1948, levée graduelle de l'interdiction pour certains groupes ethniques. Il faut voir qu'à l'époque, à partir de 1867, les lois touchant le droit de vote étaient les lois provinciales qui s'appliquaient, y compris au niveau fédéral et dans certaines juridictions. Je peux penser par exemple à la Colombie-Britannique, où il y avait des interdits pour certains groupes ethniques, pour ne pas les nommer ici, les Asiatiques. Par exemple, les Japonais n'avaient pas le droit de vote. Donc, en 1948, le gouvernement fédéral va intervenir pour lever ces interdits. Donc, graduellement, tous les groupes ethniques au Canada vont pouvoir avoir le droit de vote aux élections fédérales et la même logique va s'appliquer par la suite aux élections provinciales. Alors, à partir de 1950, le même principe va s'appliquer ici pour les Autochtones. Donc, en 1867, donc avec l'acte de l'Amérique du Nord britannique, les Autochtones n'ont pas le droit de vote. Ce sont des sujets de la couronne britannique. Ils n'ont pas de droit de vote, mais en contrepartie, ils sont protégés par des lois qui leur sont propres, qui leur sont dédiées, rassemblées dans ce qu'on appelle à l'époque la loi sur les Indiens. À partir de 1950, donc les Indiens, jusqu'à avant 1950, les Autochtones peuvent avoir le droit de vote, mais il faut qu'ils abandonnent à ce moment-là leur statut d'Autochtone. À partir de 1950, on va voir une extension de ce suffrage. Donc, ils vont pouvoir graduellement commencer à avoir le droit de vote aux élections fédérales. Par la suite, ce principe va s'appliquer également aux élections provinciales. Comme on le voit au Québec, c'est à partir de 1969 qu'ils vont avoir les pleins droits de vote pour les élections provinciales. 2002, dernier interdit, en fait, certaines provinces avaient adopté des lois qui interdisaient aux prisonniers d'exercer leur droit de vote. Par un jugement de la Cour suprême qui était rendu en 2002, en s'appuyant sur la Charte canadienne des droits et libertés. Donc, on a fait tomber ce dernier interdit. Si bien qu'aujourd'hui, même les prisonniers ont effectivement, dans le système canadien, le droit de vote. Donc, cette même logique s'est appliquée également dans l'exercice du suffrage au niveau provincial.
Donc, au Canada, nous avons un organisme indépendant qui, lui, gère ici la tenue des élections. Donc, dans certains pays, ce sont des comités de l'Assemblée élective, donc l'équivalent de la Chambre des communes, qui se chargent de tenir des élections. Dans d'autres pays, ça va être des organismes qui relèvent du Sénat. Dans certains cas, ça va relever directement du cabinet ou autour du premier ministre. Donc, au Canada, on a en place un organisme qui est complètement indépendant de la Chambre des communes, complètement indépendant des partis politiques, un organisme donc de la fonction publique qui s'appelle Élections Canada, qui est chargé d'organiser donc la tenue d'élections. Son mandat est assez large, il inclut plus que simplement l'organisation d'élections. Comme on peut le voir, son mandat inclut donc à la fois organiser des élections, administrer le régime de financement politique. Hein? Donc, la loi électorale du Canada prévoit que, par exemple, les citoyens peuvent donner des sommes personnelles qui leur appartiennent à des formations politiques ou à des candidats. Les entreprises ne peuvent pas le faire, mais les électeurs eux-mêmes peuvent le faire. Donc, c'est à Élections Canada de gérer cette loi. Élections Canada, bien sûr, va surveiller l'organisation de la législation électorale. Elle va mener des campagnes d'information pour le grand public. On peut la voir également à Élections Canada. On peut les voir mener des programmes d'éducation pour les élèves sur le processus électoral. Elle peut appuyer également des commissions indépendantes chargées de réviser les circonscriptions électorales, comme on va le voir. À tous les 10 ans, on a des recensements au Canada et sur la base de ces recensements, on apporte des modifications à la carte électorale, aux circonscriptions électorales, afin de refléter les changements démographiques qui sont survenus durant cette période de 10 ans au Canada. Elle peut mener également des études sur le vote et elle pourra, au besoin, fournir une expertise à l'international. Dans l'Élection Canada, on voit couramment des observateurs électoraux à l'étranger. J'ai eu le plaisir en 2006, par exemple, moi-même, de participer à une mission électorale d'observation en Haïti, où j'avais été envoyé par un organisme qui ne relevait pas directement de l'Élection Canada à l'époque. Donc, j'avais pu ici avoir le plaisir d'observer les élections sur place et faire rapport auprès des autorités haïtiennes de l'époque. Donc ça, cet organisme a à sa tête un directeur général des élections. L'actuel titulaire est M. Stéphane Perrault depuis 2018. Donc lui, il est nommé pour un mandat de 10 ans par la Chambre des communes, même si l'organisme est complètement indépendant. Le titulaire du poste de directeur général des élections, lui, relève de la Chambre des communes. Du moins, sa nomination relève de la Chambre des communes. Donc, au Canada, on a ce qu'on appelle la carte électorale, c'est-à-dire la carte qui recense les 338 circonscriptions électorales au Canada. Je rappelle que les circonscriptions au Canada, donc le Canada divisé en 338 circonscriptions, ça s'applique pour la Chambre des communes, alors qu'on se rappelle que le Sénat lui-même est divisé en divisions sénatoriales ou en régions qu'on appelle ça, au nombre de 4 au Canada. Donc, un sénateur est sénateur, par exemple, du Québec, de l'Ontario, des Maritimes ou de l'Ouest, alors que la Chambre des communes, elle fait élire des députés qui sont à ce moment-là députés de circonscriptions particulières, députés de Chambly, députés de Bagot, députés de Bourassa, donc des circonscriptions, donc des zones qui correspondent à un territoire réparti sur l'ensemble canadien. Allons donc voir à quoi ressemble cette carte électorale. Voilà donc, voici à quoi ressemble la carte électorale du Canada avec ses 338 circonscriptions depuis 2015. Une carte évidemment très complexe. Donc, pour les besoins de l'explication ici, ce que je vais faire, je vais me concentrer sur la carte autour de la région, par exemple, de Montréal, région avec laquelle probablement vous êtes un peu plus familier. Donc, laissez-moi juste changer la carte. Donc voilà, autour donc, de Montréal, on peut apercevoir des circonscriptions de différentes tailles, mais comme on va le voir tantôt, ce qui importe davantage dans l'organisation de la carte, c'est que pour chaque circonscription, on ait sensiblement le même nombre d'électeurs. Le principe est selon lequel, pour chaque électeur, pour que la voix de chaque électeur soit représentée de manière équitable, à ce moment-là, chaque circonscription doit avoir à peu près la même taille, c'est-à-dire le nombre d'électeurs. Donc, on peut reconnaître ici à Montréal, par exemple, qu'une circonscription comme celle de Papineau, celle du premier ministre du Canada actuel, Justin Trudeau, est sensiblement plus petite, par exemple, que celle du lac Saint-Louis, qui est à l'ouest de l'île de Montréal. Hochelaga, on connaît Longueuil-Saint-Hubert, Longueuil-Charlemagne, Brossard-Saint-Lambert. Donc, ces circonscriptions sont représentées par un député. Donc, chaque député représente une circonscription électorale. Donc, comme j'expliquais,
c'est une base régulière. Élections Canada va remettre une liste électorale à jour, si bien qu'on va procéder à des changements. Dans certains cas, on va augmenter le nombre de circonscriptions Canada. Dans certains cas, on pourra fusionner certaines circonscriptions. On pourra modifier les limites de certaines circonscriptions électorales. Donc, ce travail-là est pour conserver le principe pour que chacune des circonscriptions ait sensiblement le même nombre d'électeurs. Donc, on va le voir ici. On peut voir des différences tout de même qui peuvent exister entre les différentes circonscriptions électorales. Donc, on peut le voir, par exemple, ici, à Terre-Neuve-Labrador. Donc, chaque circonscription a une population d'à peu près 70 000, 50 000 électeurs. Bon, des exceptions comme celle du Labrador, qui constitue une entité géographique cohérente. Donc, on ne peut pas vraiment briser cette entité, si bien que les 27 000 électeurs du Labrador compose une seule circonscription électorale, alors que Saint John Sud Mount Pearl a 81 000 électeurs. Quand on descend comme cela, on peut voir ici des différences importantes. Dans le cas de l'île du Prince-Édouard, il est inscrit dans la Constitution qu'elle ne peut pas avoir moins de 4 sièges, si bien qu'effectivement, les électeurs de l'île du Prince-Édouard sont moins nombreux par chaque circonscription, que ça va être le cas, par exemple, pour certaines circonscriptions de l'Ouest canadien. Donc, au Québec, grosso modo, là, on a à peu près 100 000 électeurs par circonscription, avec quelques différences, mais en grosso modo, on est autour de cela. On va le voir dans le cas de l'Ontario, on était à peu près là, avec même des moyennes un peu plus élevées. En raison de l'augmentation ou l'accroissement de la population dans l'Ouest canadien, cela va amener certaines disparités importantes, pas tellement au Manitoba, mais comme on le voit un peu en Alberta, où certaines circonscriptions, on peut penser à Calgary-Shepherd, ici avec 147 000 électeurs. Rappelons-nous tantôt le 29 000 électeurs du Labrador. Donc, dans ce cas-ci, la voix d'un seul électeur du Labrador vaut donc plus que la voix d'un seul électeur de Calgary-Shepherd. Hein? Donc, pour éviter une telle chose, donc, ce qu'on fait, c'est qu'on procède à des modifications à peu près à tous les 10 ans de la carte électorale pour éviter, évidemment, de telles différences. Donc, si l'on revient ici donc, au Canada, le redécoupage électoral ou le découpage électoral est important, justement pour que chaque électeur puisse avoir une voix ou que sa voix compte à peu près pour la même chose que la voix d'un autre électeur dans une autre circonscription. La carte électorale, donc, est découpée en respectant le principe de la taille, du nombre d'électeurs comme tel, mais aussi en respectant une forme de cohérence territoriale. Je donnais l'exemple du Labrador ici, qui représente une circonscription électorale, parce que le territoire du Labrador est une entité géographique territoriale cohérente, donc on veut préserver ce principe. Historiquement, c'est un peu moins vrai dans le cas canadien, mais dans le cas des États-Unis, puis je vais me servir de cet exemple probablement plus connu, il y a un principe qu'on appelait le gerrymandering. Le gerrymandering, c'était un processus par lequel on découpait la carte électorale pour s'assurer de remporter une élection. On doit l'expression, en fait, à un gouverneur du Massachusetts, Elbridge Gerry, qui en 1811 avait découpé la carte électorale en ne respectant aucun des principes de cohérence territoriaux pour avantager son parti. Si bien que certaines circonscriptions avaient pris la forme de ce qu'en anglais on dit un salamander, donc une salamandre. Donc, Jerry Salamander, ça nous a donné gerrymandering. Et donc, ce principe, et là, on l'explique ici assez bien. Imaginons-nous une situation où on a 50 électeurs. 60 d'entre eux votent généralement bleu et 40 d'entre eux votent généralement rouge, comme on peut le voir à gauche. Donc, on va se représenter 3 manières de découper la carte électorale pour obtenir des résultats un peu différents. Donc, dans la première tableau numéro 1, on peut voir ici, si on recoupe suivant les colonnes, donc en ce moment-là, on place dans une circonscription toutes les rouges, deuxième section, toutes des rouges, et les 3 autres circonscriptions sont toutes bleues. Ça nous donne donc au final, en fait, 3 votes pour les bleus, ainsi que 2 votes pour les rouges. Si on procède par un découpage en rangée, à ce moment-là, ce qu'on obtient, c'est une majorité de bleus dans chacune des circonscriptions. Donc, c'est un procédé assez intéressant si on est bleu de soi-même que de procéder à un redécoupage comme tel. On peut procéder différemment également pour travailler, pour s'assurer que les rouges l'emportent. Donc, vous voyez, tableau numéro 3, on redécoupe différemment, si bien qu'on arrive toujours à placer suffisamment de rouges dans certains comtés pour s'assurer que ces comtés-là l'emportent. Donc, au final, on a ici un renversement du vote, si bien que
de ces 5 comtés-là, on en a 3 qui vont au rouge et 2 qui vont aller au bleu. Donc, c'est une procédure qui, à bien des égards, est illégale. Au Canada, du moins, l'Élection au Canada ne pourra pas procéder ici. Aux États-Unis, on l'a changé ces dernières années. On a abandonné cette pratique. Mais on trouve encore certaines anomalies lorsqu'on observe, lorsqu'on regarde les cartes électorales aux États-Unis. Certaines anomalies qu'on ne trouve pas au Canada, où, en général, les circonscriptions électorales conservent une certaine cohérence. Donc voilà, il a été question ici des circonscriptions, donc de leur nombre, de l'organisation territoriale. Maintenant, comment devient-on candidat? Comment peut-on se faire élire député à la Chambre des communes du Canada? Quels sont les critères d'éligibilité? Il faut d'abord être citoyen canadien, bien sûr. Il faut être âgé d'au moins 18 ans. Il est plus rare, bien sûr, que les candidats n'ont que 18 ans. Généralement, ils sont plus avancés en âge. Ils sont en mesure de démontrer une certaine expérience professionnelle qui les rend candidats au poste électif de député. Mais la loi n'interdit pas aux candidats d'avoir de 18 ans de se porter candidat. Il faut bien sûr ne pas être inéligible. Par exemple, si vous avez été reconnu coupable d'enfreinte à la loi électorale, il est possible que vous soyez inéligible. C'est plutôt rare, là, mais la loi prévoit des cas comme celui-là. Et bien sûr, il faut soumettre un acte de candidature, une procédure assez complexe. Généralement, lorsque les candidats se présentent, et là, on le voit, la plupart des candidats se présentent en portant les couleurs d'un parti politique. Donc, si vous tentez votre chance de vous faire élire à ce moment-là, généralement, le plus souvent, vous allez le faire en portant les couleurs d'un parti politique. Donc, vous serez appelé à représenter un parti. À ce moment-là, l'appareil du parti pourra vous aider, notamment dans la constitution de l'acte de candidature, qui est une procédure assez complexe où il faut aller recueillir un certain nombre de signatures, 100, d'électeurs reconnus dans la circonscription où on se présente. Donc, ce n'est pas très compliqué pour les grandes formations politiques d'aller chercher ces signatures, mais pour des formations politiques plus mineures, à ce moment-là plus marginales, dans certains cas, c'est un peu plus compliqué. Donc, ce sont là les critères comme tels. Ce qu'on peut voir ici, lorsqu'on regarde attentivement ici à quoi ça consiste plus dans le détail, donc on peut voir ici comment on se fait pour se porter candidat. Donc, on a les critères. Bon, l'appartenance politique, on en a déjà parlé un mot. J'insiste sur cet élément. Au Canada, les candidats sont élus, ils se portent candidats par leur nom personnel, c'est-à-dire en leur nom personnel. Ce sont des élections dites nominales. Donc, vous pouvez vous présenter en portant les couleurs d'une formation politique ou non. À ce moment-là, vous pouvez choisir d'être candidat indépendant ou vous pouvez porter les couleurs, par exemple, du Parti libéral, du Parti conservateur, du NPD, du Parti vert ou du Bloc québécois, par exemple, les 5 partis qui sont représentés actuellement à la Chambre des communes. Mais ce n'est pas une obligation. Mais dans tous les cas, indépendamment de votre appartenance politique à une formation politique reconnue au Canada, c'est vous la personne, le candidat qui est élu à la Chambre des communes. Ce qui explique pourquoi, une fois élu, ce député peut donc à ce moment-là abandonner sa couleur politique. Il peut même changer de parti pour rejoindre un autre parti, une autre formation politique, pour représenter plutôt cette formation à la place de la formation initiale, les couleurs qu'il a représentées au moment de l'élection. Parce qu'au Canada, j'insiste, les députés sont élus sur une base nominale. Ils ne représentent pas un parti politique, ce sont des individus. Bien sûr, ont porté des couleurs durant les élections. Poursuivons. Au Canada, donc, on a un système que l'on dit système uninominal majoritaire à un tour. Ce que ça veut dire, c'est-à-dire qu'au Canada, comme on l'a expliqué déjà, le jour du scrutin, tous les électeurs sont appelés à voter une seule fois, à cocher qu'un seul X pour un seul candidat. Ainsi s'arrête le geste électoral pour tous les Canadiens. Et à partir de cette élection, de ces résultats, on va donc composer la Chambre des communes. D'autres mécanismes vont entrer en vigueur à ce moment-là, notamment, par exemple, dans la nomination des membres du gouvernement, qui, eux, ne sont pas élus, ils sont nommés par le premier ministre, par le gouverneur général. Donc, ce que ça fait, c'est que ça peut entraîner, dans certains cas, une bonne différence entre le vote exprimé au vote populaire, c'est-à-dire si on prend l'ensemble des votes exprimés au Canada, et le nombre de sièges réellement obtenus par les partis politiques à la Chambre des communes. Je me sers l'exemple des résultats de 2015. En 2015, le Parti libéral du Canada
a obtenu 39,5 des votes au vote populaire. Donc, de tous les électeurs qui ont exprimé le vote cette journée-là, il y en a, indépendamment des circonscriptions, il y en a 39,5 qui ont voté pour un candidat du Parti libéral. Mais au final, le Parti libéral s'est ramassé à la Chambre des communes à recueillir 54,4 des sièges. Donc, c'est quand même un avantage net ici pour le parti qui a été favorisé aux urnes. Le Parti conservateur, lui, a été légèrement défavorisé parce qu'il a obtenu 31,9 du suffrage, mais seulement 29,3 des sièges. Le Parti démocrate, 19,7, 13 Bloc québécois, 4,7 3 des sièges. Et le Parti vert, 3,5 imaginez, 3,5 mais seulement 0,3 des sièges. Donc, comment on explique cela? Bien, d'abord parce que le vote étant réparti en circonscriptions électorales. Dans chacune des circonscriptions électorales, peu importe le nombre de candidats qui se présentent, c'est le candidat qui obtient une majorité de votes, majorité relative ici qui est recherchée, c'est-à-dire celui qui a le plus de votes que tous les autres. Pas tous les autres réunis, si on les compare aux autres. Si bien que dans un comté où se présentent 5 candidats, un candidat peut même réussir à se faire élire avec seulement 21 des voix, tant aussi longtemps que les autres partis en ont moins que lui. Donc, pour expliquer cette différence, ça permet d'expliquer cette différence, c'est-à-dire que dans certains comtés, des candidats vont aller chercher des très, très fortes majorités. Ils peuvent aller chercher jusqu'à 75-80 d'appui. Dans d'autres comtés, le même parti va aller chercher seulement un appui de 32 Donc, la différence ici, un comté où un candidat obtient un vote très fort ne lui procure au final quand même qu'un seul siège à la Chambre des communes. Je vais l'illustrer de manière concrète dans le cas québécois. La même logique s'applique au cas fédéral. Mais en 2018, le candidat libéral de David Birnbaum dans Darcy McGee, Ouest Montréal, anglophone, a recueilli près de 75 des votes, candidat du Parti libéral. Évidemment, c'est un chantefort libéral Darcy McGee. Mais ça a quand même donné seulement au Parti libéral un seul siège. Vincent Marissal, candidat de Québec solidaire dans Rosemont, l'a emporté avec seulement 35 des voix. Il avait pour rival ici Jean-François Lisée, qui était à l'époque chef du Parti québécois, qui avait obtenu seulement 28 des voix. Mais vous voyez donc, Vincent Marissal n'obtient que 35 des votes, mais c'est suffisant pour se faire élire à l'Assemblée nationale. Alors que l'autre candidat, David Birnbaum, lui se fait élire avec 75 des voix. Dans le cas québécois, on s'entend tous pour reconnaître que le Parti libéral, en raison du vote anglophone ou le vote immigrant, surtout à Montréal ou dans la région montréalaise, le Parti libéral est assuré d'un plancher de sièges d'à peu près 30 sièges. Par contre, le Parti libéral, il est plus difficile pour lui d'aller chercher une majorité de sièges à l'Assemblée nationale parce qu'il doit récolter un vote populaire plus fort. Alors que le Parti québécois, on l'a vu récemment avec la CAQ, sont des partis qui font chercher des appuis plus forts en région, où une vraie lutte existe entre la CAQ, QS, PQ, Parti libéral, si bien que le Parti québécois ou la CAQ peuvent obtenir une majorité de sièges à l'Assemblée nationale plus facilement que le Parti libéral. En contrepartie, ces deux partis, le PQ et la CAQ, n'ont pas de plancher de sièges comme on peut l'avoir avec le Parti libéral. Donc, ça nous donne ici certaines différences. Certains militent pour qu'on rénove le système électoral au Canada. Une des options serait qu'on adopte un système à tours, c'est-à-dire qu'au Canada, on a un système uninominal à un tour. Certains pays, comme la France, par exemple, ont un système par tour. C'est-à-dire que lorsque les électeurs vont exprimer leur vote lors d'un scrutin général, ils vont procéder en votant une première fois. Et parmi tous les candidats qui se présentent dans une circonscription, s'il y a un candidat qui obtient plus de 50 du vote, à ce moment-là, ce candidat-là est élu. Si, par contre, aucun des candidats n'obtient 50 du vote, à ce moment-là, on prend les candidats qui obtiennent les deux plus hauts scores et ces deux-là vont s'affronter dans un deuxième tour. De cette façon, on s'assure que les candidats qui sont élus obtiennent nécessairement une majorité absolue des votes. Donc ça, c'est lorsqu'on procède par tour.
L'autre système qui pourrait être adopté, et on plaide de plus en plus au Canada et au Québec pour une réforme qui irait en ce sens, ce serait d'adopter un système proportionnel qu'on dit mixte. C'est-à-dire qu'avec un tel système, lorsque vient le temps de voter, les électeurs vont exprimer deux choix. Ils vont d'abord voter pour un candidat de leur circonscription. Bon, vous êtes un électeur de la circonscription de Papineau, par exemple. À ce moment-là, vous aurez sur votre bulletin de vote, parmi les candidats qui se présentent, vous aurez, si vous souhaitez, vous pourrez cocher le nom de Justin Trudeau, candidat du Parti libéral. Mais vous aurez exprimé également un deuxième vote. Ce deuxième vote va aller à l'égard d'un parti politique. Vous pourriez, par exemple, préférer un candidat parce que vous le connaissez personnellement, mais préférer une autre formation de politique. Parce que vous, votre cœur est un peu plus à gauche, vous voteriez Québec solidaire, mais le candidat dans votre circonscription, c'est votre voisin, vous entendez bien avec, et lui il se présente pour le Parti québécois. Donc, vous pourriez voter le candidat du Parti québécois dans votre comté, mais cocher Québec solidaire comme formation politique à laquelle vous accordez votre vote. Donc, à ce moment-là, ce qui va se passer, c'est que les candidats qui sont élus localement seront donc élus. Ils vont donc représenter leur circonscription à l'Assemblée nationale ou à la Chambre des communes, peu importe. Et on va ajouter à ce moment-là des sièges en fonction des votes obtenus par les formations politiques. Donc, une formation politique peut être plus populaire que l'ensemble de ses électeurs ou de ses candidats. Au contraire, une formation peut être moins populaire, récolter moins de votes. Donc, ça va permettre à certaines formations d'obtenir plus de sièges. Et à ce moment-là, ce qu'on a fait, c'est que les formations politiques auront établi au préalable une liste de candidats en ordre de préférence. Donc, si par exemple la formation politique, ici, imaginons-nous, prenons les couleurs qui sont là, la formation politique bleue, obtient à ce moment-là 4 sièges. Ici, on le voit, 16 sièges supplémentaires. À ce moment-là, sur la liste, on va y aller du numéro 1 jusqu'au numéro 16. Ces candidats vont donc être élus. Ils vont siéger à l'Assemblée nationale ou à la Chambre des communes, à ce moment-là, représentant les couleurs de leur parti et non pas une circonscription électorale. C'est un système qui a certains avantages, parce qu'à ce moment-là, on est plus proche d'un vote proportionnel, c'est-à-dire que le vote exprimé se traduit par une proportion réelle des sièges à la Chambre, davantage que le système uninominal majoritaire à un tour qui prévaut au Canada actuellement. Il y a des discussions pour changer le système, on n'est pas encore rendu là, mais c'est une possibilité réelle. Maintenant, formation politique officiellement reconnue au Canada. Donc, au Canada, comme je vous disais, la plupart des candidats vont se présenter sous les couleurs d'un parti politique, d'une formation politique. Élections Canada va gérer donc ces formations politiques, non pas leur organisation interne, mais ces formations politiques pourraient être officiellement reconnues comme telles et avoir droit à certains avantages fiscaux, par exemple. Mais à ce moment-là, elles doivent répondre à certains critères d'éligibilité. On ne rentre pas dans le détail ici, mais ce que j'aimerais faire avec vous, c'est seulement y aller avec un survol des formations politiques qui sont actuellement reconnues par Élections Canada et qui peuvent donc présenter des candidats à la Chambre des communes lors d'élections générales. Un instant. Voilà. Donc, on peut voir ici sur cette liste de partis, certains partis, bien sûr, bien plus connus. On voit d'abord le troisième, le Bloc québécois, que vous connaissez certainement. D'autres formations un peu moins connues. Arrêtons le changement climatique, par exemple. Alors, on voit à quoi ça consiste ici. Donc, des partis, ils sont officiellement reconnus. Ils incarnent un courant politique, dans certains cas plus marginal. Allons même voir ici à quoi ressemble, par exemple, le site web de cette formation politique. Donc, on a ici un site. Généralement, les grandes formations politiques au Canada auront des versions anglaises et françaises de leur site. Ici, on n'a que la version anglaise. Bon, il ne semble pas y avoir beaucoup de choses ici sur le site. Donc, des plus petits partis sont reconnus. Généralement, ils ne représenteront pas des candidats dans toutes les circonscriptions. Un parti politique pourrait être officiellement reconnu à la Chambre des communes et disposer d'un temps de parole, par exemple, de budget pour l'embauche d'adjoints parlementaires, par exemple, doit obtenir au moins 12 sièges. En bas de 12 sièges, il n'est pas officiellement reconnu comme une formation politique. Donc, des partis politiques, on voit à travers la liste ici, le Parti pour la protection des animaux du Canada, donc des partis plus marginaux. Allons voir à quoi ça ressemble, le site web de cette formation, plus marginale. Donc, on a encore ici une plateforme ici en anglais. Le leader, donc la chef de ce parti, Elise White. Bon, je n'ai probablement pas connue. Moi, je ne la connais pas non plus. Là.
Donc des partis plus marginaux, mais qui ont le droit quand même de participer à la vie démocratique du pays. Donc, ils vont tenter de faire élire des candidats. La tradition veut qu'au Canada, les grands partis, seuls les grands partis vont faire élire des députés. L'exception étant la députation, somme toute très modeste pour l'instant, du Parti vert du Canada depuis 2011. Mais généralement, historiquement, il y avait les libéraux qui affrontaient les conservateurs. Et plus récemment, on a vu donc l'émergence d'autres formations politiques. Mais c'est un phénomène plus récent dans l'histoire politique canadienne. Donc, si on revient maintenant ici au Canada, donc, on a ici les 5 principales formations politiques, c'est-à-dire les formations politiques qui sont parvenues lors du dernier scrutin à faire élire au moins un député. Le Parti vert n'a pas suffisamment de députés pour être officiellement reconnu comme une formation politique à la Chambre des communes. C'est une formation politique reconnue par Élections Canada, donc ils peuvent présenter des candidats, mais pour l'instant, ils n'ont pas assez de députés pour être reconnus à la Chambre des communes. Lorsqu'on regarde, donc à la Chambre des communes, et on a ici un petit vidéo assez intéressant qui retrace l'évolution de la composition de la Chambre des communes. Donc, ça va de 1867 à 2011. En gris sur le tableau, là, pour bien comprendre, ce sont des circonscriptions qui n'existaient pas, qui ont été ajoutées au fur et à mesure. Mais vous allez voir ici qu'essentiellement, là, ça va alterner entre le rouge et le bleu, entre le rouge libéral et le bleu conservateur, avec la liste des partis qui apparaissent là, certains partis qui n'existent plus aujourd'hui, mais qui ont déjà fait élire des candidats lors du scrutin général au Canada. Donc, allons-y. Donc, on voit ici l'évolution. Encore là, je vous disais rouge, rouge-bleu, rouge-bleu. Les gris pâles sont les candidats indépendants. Là, on voit au moment de la guerre, vont émerger un bloc socialiste plus important, vont demeurer. On a en 1958 la présence de Diefenbaker, Parti conservateur. Ensuite, quelques belles années pour le Parti libéral, sous Pierre Trudeau, par exemple. En 1984, on a Brad Mulroney qui se fait élire. L'émergence en 1991 du Bloc québécois en bleu pâle qui va demeurer. Donc, 2006, 2008. Bon, 2011, le Bloc québécois va récolter seulement 4 sièges. Il en a gagné un peu plus les 2 derniers scrutins. Donc, on voit l'évolution. Pourquoi je montre cette petite vidéo? C'est seulement pour illustrer la domination ou l'hégémonie exercée par les 2 formations politiques principales au Canada, qui sont le Parti libéral ainsi que le Parti conservateur du Canada. En ce qui a trait à la composition actuelle de la Chambre des communes depuis le dernier scrutin en 2019, donc à quoi ressemble la Chambre actuellement? On a 154 députés qui ont été élus sous la bannière du Parti libéral du Canada. Donc, le Parti libéral forme un gouvernement minoritaire dans la mesure où il n'a pas la majorité des sièges en Chambre, 154. L'opposition a plus de sièges que le Parti libéral, mais le Parti libéral a une majorité relative, dans la mesure où c'est le parti qui a le plus de sièges par rapport à tous les autres partis. Le Parti conservateur du Canada forme l'opposition officielle. C'est un statut particulier, comme nous l'avons vu lors de la séance consacrée aux institutions politiques canadiennes ou aux institutions parlementaires canadiennes, avec 120 sièges. Le Bloc québécois possède 32 sièges, le NPD 24 et le Parti vert a 3 députés. On compte parmi les députés de la Chambre des communes également 5 députés indépendants, des députés qui ont quitté leur formation politique ou qui ont été élus de manière indépendante lors du dernier scrutin. Ce que j'aimerais faire avec vous dans cette dernière partie de la séance d'aujourd'hui, c'est de passer en revue, passer à travers les principales formations politiques, quelques mots au sujet de ces formations politiques. Commençons d'abord avec le Parti libéral du Canada. Fondé en 1867, donc dès l'émergence du régime canadien qu'on connaît aujourd'hui avec l'Acte d'Amérique du Nord britannique, c'est un parti qui a eu le plus de mandats et le plus longue durée de toute l'histoire. 24 mandats à la tête du gouvernement pendant 87 ans des 154 ans d'existence du Canada. Donc, c'est un parti dominant sur l'échiquier politique canadien. Avant sa défaite de 2011, défaite historique, il était justement reconnu comme étant, on disait en anglais, le National Governing Party of Canada, parce que c'était un parti qui avait pris le pouvoir à très nombreuses reprises. Parti de centre-gauche vers le centre-droit, on est au centre en fonction des politiques
des chefs. On pourra aller un peu plus centre-droit, comme c'était le cas, par exemple, avec un Paul Martin dans les années 2000. Avec le père Trudeau, Pierre Elliott Trudeau, on était un peu plus centre-gauche. Avec l'actuel premier ministre Justin Trudeau, on est encore revenu un peu plus centre-gauche, bien que certaines politiques soient peut-être un peu plus à droite. Donc, c'est un parti qui siège au centre de l'échiquier politique. C'est un parti qui est au pouvoir actuellement, comme je l'ai mentionné plus tôt, à la tête d'un gouvernement minoritaire depuis 2019, 154 sièges, et son chef, Justin Trudeau, à la tête du parti depuis 2013. Allons voir le site web de cette formation pour apprécier en quoi consiste donc cette formation, comment elle est représentée sur Internet. Un instant. Donc, le Parti libéral, bon, on met en valeur ici, on met de l'avant, bien sûr, son chef, le Parti Justin Trudeau. Lorsqu'on parcourt le site web, la plateforme web d'une formation politique, on trouvera généralement de l'information au sujet de l'équipe, au sujet de son chef. On pourra aller voir, par exemple, les députés fédéraux, donc les députés libéraux. Donc, on trouvera de l'information sur qui sont ceux qui ont été élus, avec des courtes biographies, pardon, je suis allé un peu trop vite. Donc, on trouve ici les députés qui ont été élus. Certains vous seront peut-être plus familiers parce qu'ils sont peut-être du Québec. On peut penser à Pablo Rodriguez, qui est le lieutenant politique du Québec. Donc, Mélanie Joly, qui est députée d'Annecy-Cartierville, donc québécoise. Marie-Claude Bibeau, en Estrie. Donc, ce sont là la liste de tous les députés. On trouvera généralement également sur les plateformes web des formations politiques, les plateformes politiques ou les programmes. Les programmes politiques désignent généralement, dans le jargon politique, les éléments de principe de base de la formation politique. Pour illustrer la question, je vais me servir de l'exemple bien concret. Par exemple, le Bloc québécois, dans son programme politique, il est inscrit que ce parti existe pour la promotion de l'indépendance du Québec. Ça, c'est dans le programme. La plateforme désigne généralement le document dont on se sert en vue d'une élection. Donc, on reste fidèle au principe, au programme politique, mais on pourra adapter en fonction des contextes politiques, certaines propositions plus précises. On pourra mettre de l'avant davantage certains principes plutôt que d'autres en fonction du contexte politique. Donc, on distingue généralement le programme politique de la plateforme. On trouvera généralement sur les sites web des partis politiques ces deux éléments. La dernière plateforme qui a servi lors du dernier scrutin ainsi que le programme. Dans le cas du Parti libéral, on a des principes. On n'a pas de programme comme tel, on appelle ça des principes libéraux. Et on a ici une plateforme, celle qui a servi à faire élire ce parti au gouvernement lors de l'élection de 2019. Donc, vous trouvez là des éléments, par exemple, si on clique aussi, bâtir un Canada plus fort. On va voir à quoi ça consiste. Donc, on a des propositions ici, bien concrètes, pour promouvoir cette idée. Donc, on se fait élire sur la base de ces propositions. Okay? Donc, ça ici, il s'agit du Parti libéral du Canada. La deuxième formation politique la plus importante dans le jeu politique qui est nôtre est le Parti conservateur du Canada. Fondé en 2003 par la fusion du Parti progressiste conservateur, qui lui avait même été fusionné en 1942, c'est par exemple le parti que dirigeait Brian Mulroney, qui était élu en 1984 comme premier ministre du Canada. Ce parti a fusionné en 2003 avec l'Alliance canadienne, qui elle-même avait été refondée à la suite de la dissolution du Reform Party of Canada, qui avait été fondé par Preston Manning en 1987. Dans tous les cas, le Parti conservateur du Canada, tel qu'on le connaît actuellement, est l'héritier de cette formation politique de droit, de centre-droit, qui est le Parti conservateur, qui existe en pratique depuis 1867, avec différents noms. Donc, j'ai dit un parti qui est de centre-droit, à la différence du Parti libéral qui est plus centre-gauche. Le Parti conservateur pourra être plus centre-droit. Dans certains cas, sur certains éléments de programme, même voir un peu plus à droite. C'est un parti qui est proche, près des milieux des affaires, qui se fait le défenseur des valeurs dites conservatrices, la famille, l'ordre, la religion, les milieux ruraux. Donc, ce sont des valeurs que l'on dit conservatrices. C'est un parti qui est bien implanté dans les milieux ruraux, dans l'Ouest canadien où il est très fort. Je peux penser par exemple à l'Alberta ou le Manitoba, et dans certaines banlieues, la couronne de Toronto, par exemple. Un parti qui a des assises beaucoup plus faibles, par exemple, au Québec. Pour des raisons politiques complexes, là, le Parti conservateur, le Parti progressiste conservateur avait fait élire un très grand nombre de députés en 1984 par un jeu d'alliances politiques stratégiques où le Parti québécois, à l'aide de la stratégie qu'on avait appelée la stratégie du beau risque, la machine électorale péquiste avait travaillé à faire élire Brian Mulroney, qui s'était engagé à faire entrer le Québec dans la Constitution
ce qui avait conduit à la négociation de l'accord du lac Meach, qui lui-même était tombé. Mais en 1984, donc, le Parti conservateur avait une forte assise électorale au Québec. Il a perdu complètement cette assise avec la création du Bloc québécois. Dans tous les cas, donc un parti qui récolte surtout ses appuis dans les milieux ruraux et dans les banlieues au Canada, davantage que le Parti libéral qui, lui, récolte ses appuis plus forts dans les centres urbains. Son chef actuel, c'est Erin O'Toole, donc depuis 2020, un ancien, un diplômé du Collège militaire royal du Canada, avec un bac en sciences politiques, un camarade de classe à moi. Il était un an plus vieux que moi, mais on était ensemble dans nos mêmes cours parce qu'on suivait le même programme au Collège militaire. C'est pas avec quelqu'un avec qui je suis resté en contact, donc je ne peux pas vous en dire plus, là, mais j'étais heureux personnellement de le voir gravir des échelons politiques comme ça lorsqu'il a été élu en 2020. Donc, voilà. Donc, voilà à quoi ressemble la plateforme électorale. Laissez-moi juste afficher ici. Donc, on reconnaît ici un site web qui met en valeur encore là le chef, Erin O'Toole. Surtout dans le cas où un chef est moins connu. Lorsqu'il a été élu en 2020, il ne jouissait pas de la même influence, de la même notoriété qu'un Justin Trudeau, par exemple. Donc, il est normal que le parti cherche à le mettre en valeur afin de mieux le faire connaître. Lorsqu'on regarde ici, par exemple, son équipe, donc on voit ici le cabinet fantôme, on se rappelle, hein, le cabinet fantôme, c'est l'ensemble des députés qui forment en quelque sorte le gouvernement alternatif ici. Donc, on nomme ces gens avec des responsabilités particulières dans des domaines particuliers. Donc, on reconnaîtra par exemple ici des gens qui, par exemple, Alex Ruff, qui est le whip adjoint de l'opposition, donc des personnages peut-être dans certains cas un peu moins connus. On a, par exemple, quand je parlais du cabinet fantôme, donc on a ici les ministres du cabinet fantôme. On va voir, par exemple, que Luc Berthold. Donc, Luc Berthold, lui, il est celui qui oppose dans les débats en Chambre, celui qui est titulaire du poste de ministre du Trésor. Donc, lui, il est critique en matière du Trésor. James Bezin est critique en matière de défense nationale. Donc, en Chambre, il cherchera normalement à poser des questions au ministre Sajjan, actuel ministre de la Défense nationale. Donc, on a ici l'équipe. On a, à propos, ici, on trouvera les documents historiques, documents constitutifs. Vous trouvez ici, vous voyez, on ne trouve pas ici, dans ce cas-ci, la plateforme. On peut penser que la plateforme n'est plus tout à fait la même parce qu'elle avait été adoptée sous un autre chef, Andrew Scheer, qui a démissionné à la suite de sa défaite électorale. Donc, on comprend mieux à ce moment-là pourquoi Erin O'Toole, qui vient seulement d'être élu, va préférer adopter sa nouvelle plateforme électorale en vue du prochain scrutin. Donc, il ne l'avait pas en valeur pour l'instant parce qu'il pourrait y avoir des modifications entre les grandes orientations politiques qui étaient celles d'Andrew Scheer par rapport à celles que va adopter Erin O'Toole lors du prochain scrutin. Donc, voilà ici pour le Parti conservateur. Poursuivons ici avec le Bloc québécois, troisième formation politique en termes de nombre de députés actuellement. Hein? Pas historiquement, mais actuellement, le Bloc québécois est celui qui est la formation politique qui a le plus de députés en Chambre après le Parti conservateur. Fondé en 1990 après l'échec de l'accord du lac Meach, nous reviendrons sur cette question très complexe lors des séances consacrées au nationalisme québécois. Donc, à cette époque, 7 députés vont quitter leur formation politique, des députés qui siégeaient ou bien sous les rangs des partis progressistes conservateurs ou c'est chez les libéraux, les députés bien sûr québécois, parmi lesquels on va trouver par exemple un Lucien Bouchard qui avait été élu avec Brian Mulroney en 1984. Louis Plamondon, élu en 1984, c'est le député actuellement à la Chambre des communes qui siège le plus longtemps, qui a siégé le plus longtemps dans l'histoire. Il a été battu par un seul député dans l'histoire, mais actuellement en Chambre, c'est le député senior à la Chambre des communes, élu depuis 1984, imaginez-vous. Et l'ancien journaliste qui est décédé récemment, Jean Lapierre, qui était, lui, du Parti libéral, qui avait joint les rangs du Bloc québécois en 90 pour ensuite, en 93, retourner à sa formation d'origine, le Parti libéral. Donc, la formation du Bloc québécois s'est imposée dans un contexte bien particulier de crise politique constitutionnelle majeure, qui était l'échec de l'accord du lac Meach. Lors de l'élection de 93, cette formation politique va même réussir l'exploit, inédit, je dirais, dans le Commonwealth britannique, d'obtenir le statut d'opposition officielle, parce qu'il avait obtenu à ce moment-là plus de sièges que le parti de Preston Manning, de Reform Party. Donc, il avait été reconnu comme opposition officielle. Généralement, dans le parlementarisme britannique, l'opposition officielle est le parti qui légitimement peut aspirer à prendre le pouvoir lors du prochain scrutin. Ainsi, on alterne entre les Whigs et les Tories, entre les libéraux et les conservateurs. Donc, c'est une anomalie qu'un parti indépendantiste
qui donc n'aspire pas à prendre le pouvoir, ait pu se faire élire et obtenir le statut d'opposition officielle au sein de la Chambre des communes du Canada. Bien sûr, c'est un parti qui milite pour l'indépendance du Québec. Son chef actuel, Yves-François Blanchet, depuis 2018, est un ancien du Parti québécois. Donc, il avait été ministre dans le gouvernement Marois. Il a été élu en 2018 après une saga à la tête de cette formation politique. Pas une saga qui l'impliquait, mais une saga qui impliquait son ancien chef, Martine Ouellette. Donc, le site de cette formation politique, à quoi ressemble-t-il? Donc, ici, on met davantage l'accent sur l'équipe du Bloc québécois que sur le chef. Donc, on a ici tous les élus actuels à la Chambre des communes. Donc, on reconnaît ici les principaux éléments. Donc, l'indépendance du Québec, ici, qui est le thème principal. Donc, cette formation politique a pour but essentiel de mener le Québec à l'indépendance. Donc, on explique ici quelles sont les raisons pour lesquelles l'indépendance du Québec sera un projet porteur pour le Québec. Donc, on établit ici les priorités, selon la manière dont les députés bloquistes entendent la question. On met de l'avant ici les députés, donc comme on l'a fait pour les autres formations politiques. On reconnaît des députés, peut-être certains d'entre vous sont familiers, peut-être certains de ces députés sont des députés des circonscriptions d'où vous êtes originaire. Donc, je parlais de Louis Plamondon tantôt, donc député de Sorel, donc élu en 1984 à l'époque sous la bannière du Parti progressiste conservateur, et François Blanchet, qui est député ici de Belleuil-Chambly, juste à côté ici de Saint-Jean. Donc, voilà à quoi ressemble cette formation politique. Poursuivons donc avec le NPD. Donc, le NPD, le nouveau Parti démocratique, New Democratic Party, formation fondée en 1961 à la suite de la fusion entre le Canadian Labour Congress et le Cooperative Commonwealth Federation, qui était un parti qui était surtout basé dans l'Ouest canadien, avec une assise très forte dans les milieux ruraux. C'est un peu étonnant parce que le parti NPD aujourd'hui récolte surtout ses votes auprès des électeurs dans les grands centres urbains, je pense à Toronto, à Montréal, plus récemment à Vancouver, alors que le CCF était un parti qui était basé surtout dans les milieux ruraux de l'Ouest canadien. Un parti de gauche, de centre-gauche, ça peut évoluer en fonction des thèmes. C'est un parti qui est aujourd'hui proche des syndicats, qui reçoit un appui important des milieux, surtout urbains, auprès des mouvements progressistes et communautaires. Auprès des jeunes, mais pas exclusivement. Donc, c'est un parti qui est l'équivalent sur la scène politique provinciale québécoise de Québec solidaire, par exemple. À l'exception près que Québec solidaire était indépendantiste, que le NDP n'est pas, bien sûr. Le NPD n'est pas. C'est un parti qui est affilié à l'Internationale socialiste, qui regroupe donc tous les partis socialistes ou d'obédience socialiste à l'international. Sont membres de l'Internationale socialiste, par exemple, le Parti socialiste français, mais également le Parti québécois. Le chef actuel est Jagmeet Singh, donc depuis 2017. Donc, alors, jetez un coup d'œil à la formation politique, au site web de cette formation politique. Donc, comme à l'habitude, on reconnaît ici, on met de l'avant le chef, Jagmeet Singh. Allons voir ici un portrait général de l'équipe de cette formation politique. Donc, on reconnaît, donc on attribue, non seulement on indique dans quel comté sont-ils élus, mais on leur associe également certaines responsabilités. Donc, la vice-présidente adjointe, par exemple, Carla Hughes. Donc, on a ici la liste de ces députés. Durant ce qu'on appelle, on a appelé la vague orange, le parti avait obtenu beaucoup de sièges au Québec. Cet appui s'est dissous avec le temps, si bien qu'aujourd'hui, il ne reste plus qu'Alexandre Boulris, député de Rosemont, la petite patrie, qui occupe des fonctions importantes au sein du parti comme chef adjoint et porte-parole en développement économique, avec porte-parole avec d'autres thèmes également, là. Donc, c'est un parti de centre-gauche. On parle de l'équipe, on parle du congrès 2021. Donc, le congrès 2021 qui va positionner ce parti en vue donc, des élections, du scrutin qui pourrait arriver au printemps même, ce printemps. Donc, un congrès qui est prévu du 9 au 11 avril prochain, un congrès bien sûr qui sera virtuel. Et lors de ces congrès, généralement, c'est là que les formations politiques vont adopter leur plateforme en vue des scrutins. Ces plateformes doivent nécessairement, bien sûr, coller avec les aspirations politiques ou les orientations politiques précises du chef au moment du scrutin. Donc, les congrès vont venir sur une base régulière. Ce n'est pas annuel. Des fois, on les organise avant les scrutins. Des fois, on les organise aux 2 ou 3 ans. Donc, ça peut varier de formation en formation, mais généralement, c'est à ce moment-là qu'on va consolider les troupes, qu'on va recruter des candidats, qu'on va mettre en place une plateforme, qu'on va élaborer une plateforme, qu'on va adopter une plateforme en vue du scrutin à venir. Voilà pour
petite formation politique. Terminons maintenant avec la dernière formation représentée en Chambre, le Parti vert, fondé en 1983, donc c'est un parti relativement jeune, premier élu en 2011 avec Elizabeth May, qui était sa chef à l'époque. Elle était élue à Saanich, sur l'île de Vancouver. Écologiste, bien sûr, un parti écologiste, de centre-gauche. Ce ne sont pas tous les partis écologistes ou les partis verts qui sont de gauche ou de centre-gauche. En Europe, on trouvera généralement dans tous les pays des partis verts. On trouvera généralement tout le temps deux partis verts, celui du centre-gauche, celui du centre-droit. Plus généralement, toutefois, cela étant dit, la plupart des formations vertes les plus importantes, les plus influentes, siègent au centre-gauche davantage qu'au centre-droit. C'est un parti avec une assise plus forte dans les grands centres et dans l'Ouest canadien. Son chef actuel, Annamie Paul, depuis 2020, donc une chef relativement peu connue. Elle a été élue donc en 2020 à la suite d'une course assez serrée d'ailleurs, où elle avait remporté la mise avec seulement 51 des voix. Donc on reconnaît ici Annamie Paul, qui porte bien sûr le foulard ici. Donc on a, en raison de la pandémie bien sûr, donc une formation politique ici qu'on peut parcourir. Donc, quelques mots au sujet de la chef, donc pour qu'elle se mette en valeur, qu'on la connaisse un peu mieux, que les électeurs puissent mieux la connaître, donc avec une vidéo aussi disponible sur YouTube. On trouvera la vision de cette formation, une formation écologiste, dont le principal but, objectif politique est la promotion de l'environnement. Dans ce cas-ci, s'agissant d'une formation plus marginale, on ne trouvera généralement pas à la liste de tous les députés. Ils sont peu nombreux, ils sont seulement 3 actuellement. Et peut-être ce qu'on dirait également, c'est que les partis politiques plus marginaux, ce qui les caractérise, c'est que bien souvent, ils ne sont pas en mesure d'aller chercher des candidats dans les 338 circonscriptions lors de scrutins généraux. Ce qui est le propre, par exemple, des grandes formations politiques telles que le Parti libéral ou le Parti conservateur, par exemple. Alors que les formations plus marginales, dont le Parti vert, vont recueillir un nombre de candidats, mais généralement insuffisant dans tous les cas, pour obtenir une majorité de sièges en Chambre. L'exception étant, bien sûr, le Bloc québécois, qui ne va recueillir que des candidats qu'au Québec, dans les 78 circonscriptions, mais un parti tout de même qui a toujours obtenu, depuis 1990, des candidats dans tous les comtés québécois. Donc voilà, ainsi se termine ma présentation sur le système électoral canadien ainsi que les formations politiques au Canada. Merci.